aujourd'hui, je raisonnerais par dire ok, de combien j'ai besoin pour vivre, pour être libre financièrement, et j'aurais fait un plan en fonction de ça. Au début, j'ai commencé un peu en mode bourrin, je me suis dit immobilier. Il y en a beaucoup qui croient que l'IMO c'est facile et tu peux être rentier en 3 mois facilement. Non, c'est possible de devenir libre financièrement avec l'IMO, ça prend du temps, mais surtout ça demande énormément de temps, d'énergie et aussi une capacité d'endettement qui permet de suivre aussi tous les projets. Et il a dit à sa femme, à ma mort, mets 90% sur un ETF S&P 500. Meilleur investisseur du monde te dit ça. Quand tu regardes Warren Buffett, il n'a pas 50 actions, il fait pas juste des petites analyses comme ça. Il a quelques actions où il investit massivement, mais les entreprises, il les connaît par cœur. Il a rencontré des dirigeants, il connaît tout. Je reviens au Bitcoin en fait, parce qu'il y a vraiment que sur cette crypto où j'ai une conviction très forte, que je comprends vraiment. Aujourd'hui, ma stratégie, elle est essentiellement sur le Bitcoin. La seule question que je me pose et que j'arrive pas encore à trancher, c'est est-ce que je crois encore au cycle ? Bah écoute, hello Thomas, bienvenue. Bonjour Thomas, ça fait plaisir, on a le même prénom. Ouais, au moins ça sera facile de retenir aujourd'hui. Bah, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Donc, pour mettre un peu de contexte, tu es conseiller en investissement financier indépendant, et on reviendra sur le mot indépendant. Tu es aussi investisseur, tu es créateur de contenu. Et donc aujourd'hui, comme on a pu en discuter juste avant en off, j'aimerais qu'on puisse un peu balayer tout le scope de l'investissement en partant un peu de ta stratégie. Et donc du coup, qu'est-ce que toi tu préconises, quelle est ta stratégie, qu'est-ce que tu penses sur la partie bourse, sur la partie immobilier, sur la partie fiscalité, afin que tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent puissent avoir un peu une vue d'ensemble. Et est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Déjà, merci Thomas de m'accueillir sur ton podcast. Donc moi, c'est Thomas Creton. Je suis donc créateur de contenu depuis 2020 maintenant. J'avais un projet initialement qui s'appelait Mon Budget Zen, où j'aidais les gens à mieux gérer leur budget, que j'ai petit à petit fait évoluer vers l'investissement. Pour tout un tas de raisons, notamment parce que j'ai fait un peu le tour du budget, parce que l'investissement m'intéressait plus, et mon audience aussi demandait plus de contenu sur l'investissement. J'ai passé du coup mes habilitations pour devenir CIF, donc haut conseiller indépendant, on reviendra après sur ce terme. Donc depuis 2022, et aujourd'hui je suis créateur de contenu, donc avec un podcast qui s'appelle Investir Simple, avec le YouTube du même nom. Je fais des missions de conseil donc en investissement, je fais de la formation en ligne aussi, et puis voilà, c'est à peu près tout. Et je te fais un bref rappel rapide d'où je viens aussi. J'ai fait 10 ans dans le salariat avant, dans un truc qui n'avait absolument rien à voir avec les finances. Donc je suis vraiment partie de ces gens reconvertis à la finance. J'étais ingénieur à la base dans le nucléaire, puis dans le ferroviaire. Je suis un passionné en fait. Je me suis passionné pour l'investissement à un retour d'un voyage en 2015. J'ai fait 2 grands voyages dans ma vie, et en fait chaque fois je retournais un petit peu dans la rat race de je refais un travail que j'aime pas, je réépargne, je repars. Et ce souhait de liberté m'a fait m'intéresser à l'investissement. Donc en 2015, j'ai commencé avec l'immobilier en 2017, puis la bourse, les cryptos. Et bref, on aura le temps de parler de tout ça dans l'épisode. Mais voilà, pour te dire aussi d'où je viens et pourquoi je suis arrivé à m'intéresser à l'investissement. Je m'en suis fait une passion, et après j'ai voulu transmettre à mon tour, comme toi, Thomas, tu le fais aussi avec ton contenu. Ça m'étonne pas trop le profil ingénieur, parce que c'est marrant, mais je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, il y a beaucoup d'ingénieurs que quand ils commencent à s'intéresser aux finances, ils prennent le truc vraiment à fond, ils se mettent dedans, analyser tous les détails, et ils se prennent vite au jeu, et plus, bien sûr, ça a aussi un impact, toi, sur ta vie, ta liberté, donc ça m'étonne pas beaucoup sur ça. Donc toi, tu as commencé au final en t'intéressant du point de vue investisseur, en te disant comment je peux investir pour rapidement avoir un peu une liberté financière, et au final, t'es tombé vraiment dans le domaine au point que t'en as fait ton métier, quoi. C'est ça, en fait, c'est vrai que on va dire ce qui m'intéressait à la base, c'est la liberté. Moi, je suis très, très attaché à la liberté. Et forcément, quand tu fais un travail que tu n'aimes pas, tu te dis c'est cool, j'ai un salaire et tout, mais je me dis et je voulais chercher un moyen d'avoir plus de temps pour moi et faire mes projets, parce que des projets, j'en ai par dizaines dans ma tête, mais c'est juste ce qui te manque, c'est le temps en fait. Et vu que tu es contraint par ton travail qui en plus, sur lequel tu n'es pas épanoui, je cherchais du temps. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est différent, je travaille beaucoup, mais je suis très épanoui parce que je suis passionné par mon métier, donc c'est encore autre chose, mais c'est ça que je suis venu chercher en fait avec l'investissement, et je pense que tu le sais, et toi aussi, je pense que ton audience recherche ça dans la liberté financière. C'est, je pense, pas forcément de devenir le plus riche du cimetière, mais plus avoir le choix de faire ce que tu veux de ton temps, de travailler quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, et pas être contraint par faire un travail ou quelque chose que tu n'aimes pas, et faire un travail qui te plaît, même si c'est pas forcément plus rémunérateur que ça. L'investissement te permet de t'assurer quand même ce matelas de pouvoir vivre et faire ce que tu veux de ton temps, quoi. Exactement, en fait, je suis totalement d'accord. C'est pas forcément, on imagine souvent liberté financière, arrêter de travailler, aller sur une plage, etc. Je
pense que ça ne veut pas dire forcément arrêter de travailler, mais en fait, c'est avoir le luxe de pouvoir choisir quelque chose qui te plaît, justement, et pas en fonction de la contrainte financière, qui est une barrière pour beaucoup de personnes, au final. Donc, du coup, faire de l'argent plutôt un moyen qu'une contrainte, et c'est un peu tout le but de l'investissement. Du coup, comme tu l'as dit, tu es conseiller en investissement financier indépendant. On a insisté sur ce mot indépendant. Je pense que ça peut être intéressant de commencer par ça pour en parler, pour expliquer un peu qu'est-ce que le conseil financier indépendant vs non indépendant. Parce que, par exemple, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont déjà été confrontées à un gestionnaire de patrimoine, à un conseiller ou qui le seront un jour. Et donc, je pense que c'est très intéressant de savoir la différence entre un CGP, un conseiller qui est non indépendant ou indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire conseiller financier indépendant ? Alors, il y a 3 grandes catégories de conseillers. Tu as les CIF CGP, donc non indépendants, et au conseil non indépendant. Alors, très important d'avoir le côté indépendant et le conseil indépendant. C'est vraiment 2 choses différentes. Quand tu as un conseiller qui n'est pas... on va dire le conseiller de ta banque, classique, le CGP de ta banque ou ceux qui sont franchisés, eux, ils vont se rémunérer donc en rétrocommission. Je reviendrai après sur ce que c'est. Mais surtout, leur particularité, c'est qu'ils vont te proposer que les produits de la banque. Donc, des produits maison. Donc, par exemple, je ne vais pas forcément citer de banque, mais tu vois, les grandes banques, quand tu fais affaire au CGP de la banque ou une franchise d'une grande banque, on va te proposer l'assurance vie de la banque avec les produits à l'intérieur de la banque. Donc, les fonds d'investissement de la banque, les SCPI de la banque, tout ça. Là, il y a, selon moi, un premier problème qui est que c'est une architecture fermée. C'est-à-dire qu'on ne va pas te proposer peut-être les meilleurs fonds d'investissement, on va généralement pas te proposer d'ETF, on va en reparler après par exemple, on va pas te proposer les meilleurs SCPI du marché, on risque de pas te proposer de private equity, donc tu vas te retrouver avec une profondeur d'offre assez faible et très chargée en frais. Donc ça, c'est la première façon, on va dire le plus courant quand tu fais appel à ton banquier. Ensuite, tu as les CGP CIF qui sont indépendants. Là, dans les CIF CGP indépendants, tu as encore 2 branches. Tu as ceux qui sont au conseil indépendant et ceux qui sont au conseil non indépendant. Ceux qui sont au conseil non indépendant, ça représente aujourd'hui 95% des CIF CGP en France. Et la particularité entre les deux, entre le conseil indépendant et le conseil non indépendant, c'est le mode de rémunération. Ceux au conseil non indépendant, ils sont rémunérés donc en rétrocommission, et ceux au conseil indépendant, ils sont rémunérés en honoraires. C'est vraiment la grande différence. Quand tu es au conseil non indépendant, là, pour le coup, ils peuvent travailler en architecture ouverte. C'est quand même un avantage par rapport à quand tu prends un CGP classique en banque. Ils vont travailler avec plusieurs partenaires, plusieurs types d'assurance vie, plusieurs types de CPI. On peut te proposer vraiment tous les types, tous les meilleurs produits. Donc déjà, ça c'est, on va dire, le level 2, on va dire, en termes de conseils, tu as quand même plus de choix et c'est un peu plus objectif. Après, la question qui se pose, c'est toujours le mode de rémunération. Est-ce que ça convient ou pas aux clients ? Alors, je ne dis pas que les CGP au conseil non indépendant sont de mauvais conseillers, bien au contraire, il y a des très très bons conseillers. Mais il y a cette question de la rémunération. Il y a certains qui... on pourrait se poser la question, des fois, de conflit d'intérêts, dans la mesure où, vu qu'ils sont rémunérés en rétrocommission, en fonction du produit qu'ils proposent, forcément, ils vont toucher une part des frais. Donc, des fois, on peut se poser la question de se dire, OK, en fait, s'il me propose ce produit-là avec beaucoup de frais, lui, il va toucher une part des frais. Donc, plus il y a de frais, plus il va toucher de rémunération. Donc, c'est juste qu'il faut faire attention à ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera un mauvais conseiller, ça ne veut pas dire que ce sera de mauvais placements, mais il faut juste être conscient de cette façon de rémunérer le conseiller. Parce que le conseil va être gratuit, mais du coup, ce sera une rémunération qui va impacter ta performance directement. Forcément, si on te conseille un fonds d'investissement à 2%, VS un ETF à 0,2%, et que la performance est la même, voire est souvent meilleure avec un ETF d'après les études, tu peux dire, en fait, j'ai 1,8% qui part en frais mensuellement, qui part en rémunération du conseiller finalement. Il n'y aura pas les 20,8, puis il va prendre une part en fait. Donc, c'est ça la grande différence qu'il y a entre le conseil indépendant et le conseil non indépendant. Et le conseil indépendant, du coup, lui, il est obligé de facturer des honoraires. C'est la loi. Il n'a pas le droit de prendre de la rétrocom. Et s'il en prend, il est dans l'obligation de la reverser à son client. Donc voilà, c'est la grande différence. Donc forcément, quand tu prends un conseil indépendant, tu vas payer tout de suite quelque chose parce que tu as de l'honoraire. Mais ça t'assure, on va dire, un alignement total avec l'intérêt du client parce que qui te conseille une assurance vie, un PEA, un ETF, une SCPI, le conseiller ne va rien toucher de plus en fait. Il va être payé que pour du conseil. Ouais, pour les honoraires.
Et c'est super intéressant la stat que tu as dit que 95% des conseillers sont non indépendants. Et on pourrait se dire pourquoi ils font tous ce choix-là. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même une vérité pour un peu faire l'avocat du diable, c'est que y a beaucoup de prospects, de clients, quand ils arrivent face à un conseiller, si on leur dit soit tu payes X milliers d'euros maintenant pour un conseil et donc du coup ensuite tu payes plus rien, tu n'as pas de frais et on est totalement indépendant, ou tu payes rien du tout maintenant, mais on va prendre 1-2% de frais sur ta performance ou prendre une rétrocommission, la grande majorité, ils préfèrent ne rien payer à l'instant T et plutôt que ce soit $1 dans le temps, même si on le sait en fait dans la majorité des cas, comme tu l'as dit, avec les frais, ils vont payer plus sur le long terme. Et c'est pour ça que pour beaucoup de conseillers, c'est dur en fait d'aller sur ce secteur un peu indépendant. Sauf pour les personnes comme toi, comme moi ou comme d'autres créateurs qui ont la chance d'avoir un peu des audiences, des choses comme ça, et qui peuvent donc se permettre un peu de faire du conseil indépendant, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je vais pas dire que je me fais solliciter tous les jours, mais très souvent par des abonnés ou d'autres abonnés d'autres audiences qui me disent je veux me lancer comme toi, faire du conseil indépendant parce que je suis ultra aligné avec ce que tu racontes et tout. Le problème, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est que j'ai l'impression que si tu n'as pas d'audience, si tu ne parles pas à une audience éduquée sur ce sujet-là, c'est très compliqué de convaincre. C'est très compliqué de dire à quelqu'un qui ne te connaît pas, ok, tu as payé 2000 balles pour que je te conseille. C'est super dur. Alors que, comme tu dis, quand tu passes par un site traditionnel, au conseil non indépendant, oui, forcément, tu dis, nous, on va te prendre 0,5% de frais sur versement et puis 0,5% de frais de gestion. Ça passe tranquille. Enfin, tu vois, ça paraît pas beaucoup, alors que ton audience, je pense, le sait, les intérêts composés, voilà, du coup, sur le long terme, c'est beaucoup plus que payer de l'honoraire. Mais quand tu as une audience qui n'est pas forcément éduquée, c'est beaucoup plus facile de convaincre pour avoir du conseil non indépendant. Et c'est un vrai problème parce que j'ai l'impression que si tu n'es pas créateur de contenu aujourd'hui et que tu n'arrives pas à éduquer ton audience et qu'elle ait confiance en toi, très compliqué de vendre du conseil indépendant. Ouais, très compliqué d'en vivre parce que du coup derrière, si tu vends pas un minimum avec toute la réglementation qu'il y a derrière, des coûts, les charges, etc. C'est pour ça qu'ils sont vite tentés d'aller dans le conseil. Et il y en a énormément qui font ça, qui essaient le conseil indépendant et qui finissent par faire du conseil non indépendant parce que c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple de vendre, c'est beaucoup plus simple d'avoir une audience. En plus, tu peux appartenir à des réseaux qui après te partagent aussi les prospects et les clients. Donc c'est la simplicité et je peux les comprendre. Vraiment, je comprends tout à fait. Et tous les gens qui viennent me voir en disant comment t'as fait. Et je leur dis, franchement, si t'as pas d'audience, pas de réseau, fais du conseil non indépendant, ce sera beaucoup plus simple pour vivre en fait. Et tu peux le faire de manière éthique. C'est pas parce que tu fais du conseil non indépendant que t'es un enfoiré. Attention, je dis pas ça. Et il y en a plein qui sont très très bons. Très bons, et même il y a des clients qui préfèrent en fait payer ça, outre le côté intérêt composé, qui préfèrent en fait tout déléguer, pas trop s'emmerder, qu'on leur prenne une bonne assurance vie. Enfin, je pense que l'important, si les gens préfèrent prendre du conseil non indépendant, qu'ils fassent au moins attention à prendre quelqu'un d'architecture ouverte. Je pense que c'est vraiment le critère à regarder, que qui ne travaille pas qu'avec une assurance vie ou qu'avec un PER et qu'on t'oriente pas tout le temps sur un PER ou une assurance vie et qu'idéalement, alors ça c'est encore un niveau au-dessus, mais idéalement que le conseiller en investissement qui est non indépendant, il conseille des ETF. Voilà, ça c'est, je pense que si le conseiller est capable de conseiller ça, il aligne déjà beaucoup plus ses intérêts, du moins sur la poche bourse, bien sûr, parce qu'il n'y a pas évidemment que la bourse que tu peux conseiller, quoi. Ouais, c'est souvent déjà un bon indicateur. C'est un indicateur qu'il ne va pas privilégier sa rétrocom à te met des fonds de gestion. C'est ça. Si tu commences à avoir assurance vie, plus frais de versement, plus fonds d'investissement... Bon, là, on peut se poser la question du conflit d'intérêt avec la rétrocom par rapport à la perf que va avoir le client, quoi. Ouais, parce qu'en fait, je trouve ça très important ce que tu dis, que c'est OK de se rémunérer avec les frais, c'est une façon de se rémunérer comme d'autres. Il y en a, ils se rémunèrent qu'avec les frais et les rétrocoms, et c'est excellent ce qu'ils font. Mais c'est juste toujours se dire, est-ce que le conseiller, il conseille le meilleur produit pour moi ou est-ce qu'il conseille le produit là où il prend le plus de com, exactement. Lui. Et c'est un peu cette question. C'est cette question à se poser et c'est super important de se poser cette question. Ou alors, je vais dire la phrase un peu différemment, mais le produit que me conseille le conseiller, qu'est-ce que lui il gagne en fait? Qu'est-ce que lui il gagne à me conseiller? C'est un peu ça à se poser comme question. Ou l'autre question que tes auditeurs peuvent se poser, c'est est-ce que le conseiller investit dans ce qu'il conseille aussi? C'est bête, mais ça, c'est vrai. Moi, je connais des conseillers qui conseillent des fonds d'investissement, mais qui investissent en ETF. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut être cohérent aussi, quoi. Si tu conseilles à tes clients d'investir en fonds d'investissement sur assurance vie, mais que toi, tu fais de l'ETF sur PEA, pourquoi tu ne conseilles pas des ETF sur PEA, en fait? Encore une fois, sur la poche bourse, STI, bien sûr. Voilà, il y a les objectifs aussi sont alignés. Enfin, il y a des avantages à faire assurance vie et PEA, je pense qu'on en parlera après. Mais voilà, je pense que c'est un indicateur pour voir un petit peu la fiabilité du conseiller par rapport à son mode de rémunération, pour voir si, OK, il prend de la rétrocom,
Mais voilà, c'est ce genre de petites questions, tu vois, celle que tu as dit, celle que je viens de dire, qui peut être intéressant à poser. Et tu soulèves un autre gros point là, qui est intéressant. C'est, tu vois, j'ai pu discuter récemment avec Simon d'Aragon, qui est Ouais, je l'ai eu aussi il ouais, n'y a pas longtemps. docteur en fiscalité. Sur la fiscalité, vraiment, il est super. C'est une machine. Hein. C'est une machine super calée. Et il me disait que pour lui, ça lui semble évident que si il accompagne des personnes sur optimiser leur fiscalité en immobilier, c'est que lui-même, il a déjà investi en immobilier. Et je lui disais, ça c'est évident pour toi, mais pas pour tout le monde, parce que je pense que la majorité justement des conseillers, etc., bah, ils conseillent des choses qu'eux-mêmes, en fait, ils n'ont jamais fait. Et ça ne veut pas dire que forcément on ne connaît pas, mais je pense qu'il y a une différence entre une personne qui fait les études qu'il faut, qui devient CIF et qui conseille un truc, et la personne qui a fait les études qu'il faut et qui, en plus, comme toi ou comme plein d'autres, bah, savent ce que c'est d'acheter un appartement, savent ce que c'est d'optimiser la fiscalité, d'investir en bourse, de créer des portefeuilles, de faire des choses. Il y a à faire et conseiller aussi de l'autre côté. Ouais, bah, ça c'est. Moi, ça me paraît une évidence, tu vois, mais c'est vrai que tu soulèves ce truc-là qui est vrai. Et oui, bien sûr, il y a certains conseillers qui vont conseiller beaucoup la théorie, mais qui ne vont pas forcément pratiquer. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de parler avec certains conseillers en leur demandant bah voilà, toi, tu investis en quoi en bourse? Ouais, moi, j'investis pas trop. Machin, bon, ok, bon. Tout sur le compte courant. Ouais, voilà, des trucs, tu te dis, mais ok, mais tu conseilles du coup des fonds sur assurance vie, mais toi, tu n'investis pas. Okay. Bon, bref. Voilà, c'est arrivé aussi voilà, d'avoir des discussions avec certains conseillers. C'est un peu lunaire, mais bon, ça arrive. Quoi. Ouais, c'est un autre débat. Est-ce que forcément il faut avoir fait pour pouvoir conseiller Après, tu n'es pas obligé de tout essayer pour conseiller, parce que bah, évidemment, si tu vas pas forcément aller investir en forêt si ça ne t'intéresse pas. Ça dépend des trucs. Après, je pense quand même, la bourse, pour moi, la bourse immobilière, ça reste quand même deux piliers fondamentaux où je pense qu'il faut quand même l'avoir fait quand même. Et c'est pas non plus, pas non plus impossible d'investir en bourse et IMO. Je pense que ça reste quand même la base à conseiller, quoi. Ouais, surtout de nos jours où c'est ultra accessible, surtout pour la bourse. Si on rentre un peu dans le sujet de l'investissement, maintenant qu'on a bien défini toutes ces catégories de conseillers, toi, bah justement, tu l'as dit, tu es indépendant et toi-même, tu investissais avant d'être conseiller. Si on part, tiens, ça peut être intéressant du début quand tu étais ingénieur et que tu as commencé à investir. Au début, c'était quoi un peu ta stratégie? C'était quoi par rapport à tes objectifs? Tu t'es dit, est-ce que je vise un certain montant pour être indépendant financièrement? Est-ce que tu t'es dit, je vais acheter des appartements pour toucher des loyers passivement? C'était quoi un peu la stratégie au début? Alors au tout début, j'ai pas raisonné comme j'aurais raisonné aujourd'hui. Aujourd'hui, je raisonnerais par dire ok, de combien j'ai besoin pour vivre, pour être libre financièrement, et j'aurais fait un plan en fonction de ça. Au début, j'ai commencé un peu en mode bourrin. Je me suis dit immobilier. Un peu je pense un peu voilà la mentalité qu'on a beaucoup en France. On a beaucoup l'IMO, donc je me dis il faut de l'IMO. Et vu que j'avais 30 ans, que j'avais toujours pas acheté ma RP et j'avais rien fait, mais vu que j'étais encore assez nomade, je me suis dit, je vais pas acheter ma RP. En plus, j'habitais à Paris, donc c'était très cher. Bref. Du coup, je vais commencer par le locatif. Donc, j'ai commencé par ça. Alors, ça a été assez chaotique, mon premier investissement, parce qu'en plus, j'ai investi à Marseille, parce que je suis originaire d'à côté de Marseille. Donc, je faisais les allers-retours. Enfin, mon investissement n'a pas été le plus rentable du monde. Mais j'ai fait plein de conneries, mais j'ai limité quand même la casse. Mais j'ai commencé par l'IMO. C'était en 2017. Et tout de suite après, en fait, je suis rentré un peu dans les algorithmes et machin, donc forcément, on me ciblait partout, donc je me suis intéressé à la bourse, à la crypto, donc j'ai investi en crypto aussi en 2017 avec la première fameuse bulle, le premier gros bull run que tu as peut-être connu, je sais pas. Non, pas encore, malheureusement. Moi, j'étais plutôt un peu plus tard la crypto. Donc j'ai commencé en 2017 et j'ai commencé aussi la bourse en parallèle. Donc j'ai commencé un peu tout, j'ai fait comme beaucoup, je pense, beaucoup de bêtises au début, et en IMO, et en bourse, et en crypto. Puis je me suis formé, j'ai pris le temps d'apprendre, de lire, de me former, voilà. Et puis après, j'ai construit petit à petit mon patrimoine. Mais on va dire que pour répondre à ta question, c'est que j'ai commencé par de l'IMO parce que j'avais une situation qui me permettait d'emprunter, parce que effet de levier, parce que je voulais faire du cash flow. Il y avait les taux qui étaient quand même assez bas, donc je voulais quand même profiter de ça. Et puis j'ai commencé petit à petit après à investir en bourse. Mais après, je vais peut-être te laisser me poser les questions dans quelle heure tu veux que je détaille. Mais voilà, j'ai quand même fait plein de bêtises en bourse, en crypto au début. Mais voilà, c'était l'IMO le premier gros pilier d'investissement que j'ai fait. Ouais. Alors, au début, tu t'es dit, c'est vrai que l'IMO sur le papier, en fait, quand on commence à creuser la bourse et l'IMO, on se rend vite compte que la bourse, c'est quand même du long terme, que c'est difficile sur le court terme d'aller dégager beaucoup de cash avec la bourse, mais par exemple sur le long terme, c'est ultra puissant les faits intérêts composés, alors que l'IMO, tu t'es dit, je peux directement avoir mon revenu qui augmente tous les mois avec des biens immobiliers. C'était un peu le raisonnement, ça. Ça, et
Et surtout, moi, mon objectif, c'était d'avoir du cash flow. Au début, je voulais au moins avoir un appart qui se remboursait tout seul. Ouais. Je voulais au moins viser l'autofinancement. Et c'est qu'après que j'ai compris la puissance que tu peux avoir avec l'immobilier quand tu commences à mettre de l'énergie dedans, en fait. Parce que moi, le premier appart, franchement, le truc, il méritait des travaux. Je l'ai loué comme ça. Donc, grosse erreur. Déjà, je le ferai plus jamais parce que j'ai eu des soucis avec le locataire, machin. Okay. Et j'ai dû faire les travaux pendant mes congés. Enfin bref, ça a été assez compliqué à gérer. Et c'est que pour mon deuxième appart où j'ai compris, en fait, la puissance, à quel point tu peux créer de l'IMO rentable dès que tu mets de l'énergie. Et c'est pour moi vraiment les deux... ce qui différencie la bourse et l'immobilier. Tu vois, la bourse, tu peux faire du rendement de manière complètement passive. Tu vois, 8-10% par an avec un ETF large. Du moins, historiquement, c'est ce qu'on peut viser. Avec l'IMO, tu peux faire plus avec l'effet de levier, mais par contre, il faut que tu mettes du temps et de l'énergie. Ouais. Tu peux faire du 5-6% de manière complètement passive avec l'IMO, mais tu peux aller chercher des rendements beaucoup plus élevés, mais ça demande vraiment du temps, de l'énergie et de prendre aussi du risque. Et j'ai compris ça avec mon deuxième appart, et du coup, qui dit rendement veut dire travaux, forcément. Tu vois. Donc, faire des travaux, ça permet d'acheter moins cher, de négocier, de créer de la valeur dans le bien, donc du coup, d'avoir de la plus-value latente, d'attirer des locataires de meilleure qualité, de mettre un loyer plus élevé. Enfin bref, il y a tout un tas d'avantages à faire des travaux. Et du coup, ça, je l'ai compris avec mon deuxième appart. Et du coup, mon deuxième appart, j'ai commencé à appliquer les bons principes, faire de l'IMO rentable. Et le troisième appart, alors du coup, j'en profite, je fais tout mon parcours IMO. Alors ça s'arrête vite, parce que j'en ai que 3 d'appart. On aurait pu dire, et le 17e. En ce moment, je suis sur ma RP, je fais une RP rentable, on pourra en parler si tu veux d'ailleurs. Ouais. Et le troisième appart, je suis allé encore plus loin. Alors c'est quand je suis descendu sur Avignon. Et là, pour le coup, on était encore plus loin sur le côté, j'appelle ça du rendement entrepreneurial, c'est-à-dire plus je mets du temps et d'énergie et plus je génère du rendement et du cash flow. Sur la part d'Avignon, là, pour le coup, on a pris un truc bien pourri avec travaux. C'était un T3 qu'on a transformé en T4 et on a fait une coloc. Donc là, forcément, un beau cash flow. On est à 400 € de cash flow par mois. Et en plus de ça, vu que c'est sur Avignon, on loue à l'année en étudiant et l'été au festival. Étudiant. C'est ça. Et au festival, là, du coup, c'est jackpot, quoi. En juillet, on fait du Airbnb juste un mois et ça fait quasiment la moitié de l'année en cash flow. Donc, mais voilà. C'est pas magique, tu vois, ça demandait beaucoup de temps, d'énergie, de stress, sur les travaux, on a dû faire une partie nous-mêmes aussi. Mais voilà, après, le rendement est là, quoi. Mais ça demandait du temps et de l'énergie. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui croient que l'IMO, c'est facile et tu peux tu peux être entier en 3 mois facilement. Non. C'est possible de devenir les financièrement avec l'IMO. Ça prend du temps, mais surtout, ça demande énormément de temps, d'énergie et aussi une capacité d'endettement qui permet de suivre aussi tous les projets. Ouais. Et c'est super intéressant, cette notion de rendement entrepreneurial. Je crois que ça vient du livre d'investissement Julien de la Grandale. C'est ça. Et tu as tout résumé pour moi. Je trouve que c'est vraiment ce couple rendement-implication dans l'immobilier. Si tu veux juste une opération totalement passive, c'est OK, mais tu n'auras pas de rendement, sauf énorme coup de chance, clairement. Par contre, si tu es prêt à aller trouver un appartement, c'est une ruine, tu vas le retaper complètement, tu vas tout bien faire, tu vas le mettre en location courte durée ou même faire des logements atypiques comme ça se fait maintenant, là, tu peux avoir des rendements de fou, mais par contre, c'est une vraie activité entrepreneuriale limite, quoi. C'est un peu entre les deux et du coup, c'est plus trop l'investissement passif. Et donc, c'est vraiment ça. Et VS, les gens sur les réseaux qui vendent un peu le truc de tu trouves ton appartement, tu empruntes à la banque, tu l'achètes et boum, tu as ton cash flow. C'est pas si facile que ça, quoi. C'est pas si simple, c'est ça. Et tu vois, on parle souvent de couple rendement-risque. Ouais. Et moi, j'aime bien parler de trouble rendement-risque-passivité. Parce que des fois, il faut savoir où tu veux mettre le curseur, où c'est que tu veux mettre ton temps. Et moi, je sais que l'IMO, c'est pour ça que j'ai que 3 apparts, entre guillemets. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être beaucoup. T'en as pas vendu, tu les as gardés? J'en ai vendu un, si. J'ai vendu celui de Marseille, le premier, justement pour acheter ma RP. Okay, Parce que du coup, aujourd'hui, on pourra en reparler, vu que je suis entrepreneur, j'étais un peu un dossier compliqué pour la banque. Donc, voilà. Mais voilà, j'aime bien parler de ce trouble rendement-risque-passivité parce que l'IMO, ça demande du temps. C'est que tu le veuilles ou non, même si tu fais un truc avec peu de travaux, il faut passer chez le notaire, il faut aller démarcher les banques, il faut gérer les locataires. Enfin, voilà, c'est pas passif, quoi. Et des fois, moi, j'accorde beaucoup de temps à mon temps, tu as compris, surtout maintenant avec les enfants et tout, on a de moins en moins de temps. Donc, c'est pour ça que l'IMO, je le fais par, j'en ai fait un en 2017, un en 2019, un en 2021. Là, on est en 2025, je me suis relancé dans un projet et je me rappelle à quel point ça demande de l'énergie, quoi. Alors là, sur notre projet actuel, on fait vraiment un truc très, très violent en termes de travaux. Donc, sur la résidence principale? Ouais, c'est la résidence principale. Okay. On l'a un peu cherché aussi, mais voilà. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il faut intégrer ce côté entrepreneurial, passivité, on l'appelle comme on veut, mais
mais on peut faire le parallèle avec la bourse aussi, tu vois, parce que alors je brûle peut-être un peu les étapes, mais tu vois, les ETF, pour moi, ça reste un support génial parce que je trouve que le couple, le rendement risque-passivité, il est exceptionnel. Sur les ETF. Par rapport à quand tu fais du stock picking, oui, tu peux surperformer le marché, mais les stats ne vont pas forcément dans notre sens. On pourra en reparler, moi j'en fais quand même un petit peu et tout, mais ça demande tellement de temps, tu vois, d'analyse d'action, de suivre les actions, machin. Et VS, en fait, en faisant rien, tu peux avoir déjà 8-10%. Ça vaut le coup quand même de se poser la question de dire est-ce que j'ai envie de passer, je sais pas moi, 10 heures par mois à analyser des actions pour peut-être faire juste un point de plus que le marché, sachant que c'est pas sûr. Voilà, les questions se posent. Et on peut même faire le parallèle entre IMO physique et SCPI. Voilà, si tu fais de l'IMO physique clé en main et qu'à la fin tu as 5% net et qu'à côté, en fait, je suis avec les SCPI, je peux faire du 5-6%, pareil. Ça vaut le coup de se poser la question encore. Voilà, rendement, risque, passivité, quoi. Mais c'est vrai que cette variable temps, il y a beaucoup de personnes qui ne la prennent pas en compte alors qu'elle est primordiale. Par exemple, si on prend même l'extrême des personnes qui font du trading, on sait, c'est le stade de l'AMF, que 95% des traders particuliers perdent de l'argent. Et des fois, il arrive de rencontrer des gens qui réussissent à gagner de l'argent avec le trading. Mais au final, si tu ramènes le taux horaire, donc combien de temps ils vont passer à analyser les graphiques, etc., et combien ils vont générer, pour la plupart, ce n'est pas des sommes astronomiques, des fois, en fait, peut-être que la personne chez McDo, elle est mieux payée au taux horaire. Et donc, du coup, peut-être, certes, tu génères des revenus, mais ce n'est pas des revenus passifs. Et c'est un peu tout l'enjeu de l'investissement. Au final, c'est de transformer quand même des revenus actifs en revenus passifs à terme. Et je pense que du coup, l'immobilier, en fait, ça a de sens que par l'effet de levier qui fait que tu peux prendre un gros tremplin pour développer plus vite ton patrimoine. S'il n'y avait pas cet effet de levier, c'est sûr que ça vaudrait pas forcément le coup, quoi. C'est ça serait un peu plus long, quoi. Enfin, ça vaudrait moins le coup, clairement, ouais. Donc du coup, toi, tu recommanderas en fait à quelqu'un de faire de l'immobilier si il veut un peu prendre ce tremplin de l'effet levier, aller vite et qu'il est prêt à mettre de l'implication, etc. Mais pas s'il veut des trucs passifs. Complètement. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si tu veux devenir rentier rapidement, je pense, et quand tu pars de zéro, bien sûr, si tu pars avec 1 million de patrimoine, donc je dirais peut-être pas de faire de l'IMO, mais si tu pars vraiment de zéro et que tu veux vraiment construire du patrimoine vite, l'immobilier aujourd'hui, c'est ce qui reste le mieux, quoi. Parce que tu peux emprunter à partir de zéro. Alors, à partir de zéro, on met des guillemets, il faut dire un peu les apports, les frais de notaire et tout, mais voilà, ça reste quand même le meilleur tremplin. En fait, tu iras plus vite avec de l'IMO qu'avec des ETF en mettant 200 balles par mois, tu vois. Forcément, je dis pas qu'il faut pas faire des ETF avec 200 balles par mois, c'est très bien, mais quelqu'un qui veut devenir libre financièrement vite, je pense que la meilleure façon reste aujourd'hui l'IMO. Mais voilà, encore une fois, je veux pas vendre de rêve. La contrepartie, c'est avoir de la capacité d'endettement déjà, du temps, de l'énergie et les connaissances aussi. Parce que si tu fais de la merde, tu vas pas aller vite si tu fais tes grosses erreurs. Donc ouais, et ça, je l'ai prouvé finalement avec une série de podcasts que j'appelle parcours de je sais plus comment on l'appelle, parcours de libre financièrement. Enfin, j'ai une série d'épisodes sur mon podcast où j'interviewe des gens qui sont devenus libres financièrement en partant de zéro. Et c'est que avec l'IMO en fait. Il n'y a personne qui l'a fait en partant avec 100 balles par mois en ETF. Tu vois ce que je veux dire, ou alors c'est 40 ans plus tard, quoi. Voilà, ouais, c'est exactement 40 ans plus tard. Mais ceux qui sont devenus entre... le plus court que j'ai vu, c'est quelqu'un qui est arrivé en 5 ans. Mais généralement, c'est plutôt 8-10 ans les gens qui arrivent. Mais c'est des gens ultra énervés, quoi, qui font que ça. Ils en font un métier, en fait. Et après, ils passent sur des immeubles de rapport, de la division, de la courte durée. Enfin, ils enchaînent, ils font des combos de stratégies qui leur permettent d'augmenter les rendements, d'aller plus vite. Mais ça demande du temps, de l'énergie, du stress, des trucs que plein de gens aussi ne sont pas prêts à faire aussi. Donc, c'est pas pour tout le monde, l'IMO. Et c'est pour ça que moi, je recommande aussi beaucoup pour les gens qui se lancent dans l'IMO de pas trop se faire aveugler par le côté immeuble de rapport. Alors, ça reste bien sûr le moyen le plus rapide, le plus efficace, mais commencer tout de suite par un immeuble, si tu fais une erreur, ça coûtera beaucoup plus cher de commencer par un T1, quoi. Donc, moi, je dis souvent déjà aux gens, si tu veux faire de l'IMO, commence tranquillement par un T1, un T2, vois si c'est fait pour toi. Déjà, vois si c'est fait pour toi, vois si tu aimes bien gérer des locataires, par exemple. Parce qu'il y en a qui supportent pas, en fait. Et voilà, tu peux te faire déranger un dimanche matin ou un dimanche midi en repas de famille parce que tu as un chiotte qui fuit. Est-ce que c'est fait pour tout le monde ? Je sais pas. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien dire, vas-y, mollo, fais un T1, tranquille, vois si ça te plaît, et ensuite, après, accélère si tu le veux, quoi. Ouais, je pense que c'est un très bon raisonnement à avoir. Et pareil, j'ai pu discuter avec des gens qui avaient atteint cette indépendance financière avec l'immobilier. Et c'est toujours, comme tu dis, le même profil, des gens vraiment très énervés. Par exemple, tu connais peut-être Laurent et Maud Boutier. Non. C'est un couple et ils ont acheté beaucoup d'appartements, des laveries, etc. Et tu les vois encore aujourd'hui, ils sont tout le temps sur les chantiers, à droite, à gauche, à faire toujours des divisions, des choses comme ça, des nouveaux projets. Donc, il faut quand même être prêt à y mettre beaucoup d'énergie quand on veut atteindre ce type de niveau.
Et tu penses que, juste sur ce point rapidement, tu disais si on est prêt à y mettre l'énergie, qu'on a les connaissances, etc., est-ce que c'est encore possible aussi avec les taux actuels ou est-ce que ça, c'est une barrière pour... Moi, je pense que c'est pas une barrière, ça. Moi, je pense que ça, c'est des excuses. Le côté les taux sont hauts, donc on attend, machin. Moi, je pense qu'il faut plutôt En fait, je vais dire une phrase que tout le monde dit, hein, elle est un peu cliché, mais voilà, le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième, c'est aujourd'hui. Et je pense que oui, quand les taux étaient bas, c'était le bon moment, mais à cette époque-là, on se trouve encore des excuses de c'est trop cher, donc machin. Ouais. Maintenant, les taux sont hauts, donc les taux sont hauts, machin, mais les prix ont aussi un peu baissé, ont corrigé dans certaines zones. C'est un marché plutôt d'acheteurs que de vendeurs, donc c'est le moment aussi de négocier. Donc, en fait, le plus important, c'est que toi, dans ton projet, tu t'y retrouves, quoi, que tu sois au moins autofinancé, idéalement en cash flow. Et ça dépend de comment tu achètes. Évidemment, si tu achètes trop cher et que tu es en cash flow négatif, non, ça vaut peut-être pas le coup. Mais si tu achètes bien, au bon endroit, à un bon prix et que tu as bien fait ton business plan, les taux ont entre guillemets, peu d'importance. Oui, ça fait chier, tu payeras plus d'intérêt. Mais si tu arrives à être... Et ça, j'allais y venir. Le premier truc, c'est ça, c'est que déjà... Tu peux rester en cash flow positif malgré les taux hauts, mais en plus, on a cet avantage dingue en France, c'est qu'on a, moi j'appelle ça les taux variables dans le bon sens. C'est si les taux remontent, toi tu as ton taux qui est bloqué à 3 ou 4%, ce qui est haut en ce moment, et si les taux rebaissent, tu peux le renégocier, donc toi c'est tout bénef. Tu auras figé ton prix d'achat et tu pourras en plus réduire après ta mensualité, et tes loyers en plus vont augmenter après l'inflation, donc les loyers vont être indexés sur l'inflation, donc tes loyers vont monter et tu peux réduire ta mensualité, donc tu pourras augmenter ton cash flow par la suite si les taux rebaissent. Et si les taux remontent, ton taux il est bloqué, quoi, parce qu'on a taux fixe, donc si bien sûr on emprunte à taux fixe. Mais... Ça, c'est vrai que c'est une chance incroyable qu'on a en France quand même d'avoir des taux fixes déjà, pas VS comme les États-Unis où ça peut être des taux qui s'envolent du jour au lendemain, et en plus renégociables. C'est quand même un accès au financement qui est parmi les plus optimales qu'il peut y avoir dans le monde sur tous les pays. Et donc, c'est vrai que c'est un gros levier qu'on peut exploiter. C'est vrai que, alors, petite parenthèse politique, on n'a pas la meilleure fiscalité en France. Ouais, par contre, sur l'IMO, on a quand même deux trucs qui sont cool. C'est qu'on peut emprunter à 100%, et ce qui n'est pas le cas dans la grande majorité des pays. Et il y a ce côté taux fixe aussi. Donc, il y a, la fiscalité, elle fait mal, même en IMO d'ailleurs, mais il y a ce côté-là, effet de levier 100% plus taux fixe. Donc, Et c'est clair que les gens, ils ne se rendent pas compte. Des fois, ils disent oui, mais la banque, elle me demande de mettre 10 000 euros d'apport et en plus, j'ai un taux à 3%, c'est n'importe quoi. Va dans les autres pays. Voir tu vas n'importe où, mais ils te demandent minimum 30%. Dans tous les pays, après, je ne connais pas tous les pays du monde, mais tous les pays où je me suis un peu renseigné, c'était minimum 30% d'apport. Et il y en a plein, ils ne financent pas les travaux. Par exemple, en Espagne, ils ne financent pas les travaux. Donc, si tu as 100 000 balles de travaux, il faut les mettre de ta poche, quoi. Donc, c'est pas pareil. Ouais, ça commence à faire. Ouais. Après, c'est comme tu dis, il y a toujours une bonne excuse aussi de ne pas passer à l'action à l'investissement. En bourse, c'est pareil. On peut dire les marchés sont trop hauts, les choses comme ça. Et ça me permet de faire une belle transition avec la bourse. Donc, on a compris un peu tout le point sur l'immobilier, à qui c'est plutôt destiné à quel type de profil. Donc, très vite, tu t'as dit que tu t'es orienté vers l'investissement en bourse. Est-ce que un peu tu peux nous faire ton parcours en bourse, de quelle stratégie tu as commencé, VS, quelle stratégie tu as aujourd'hui et quels sont donc les grands apprentissages que tu en as tirés? Ouais, alors j'ai envie de te faire le parallèle avec une courbe qui est assez connue et je sais plus, je crois que je confonds. C'est pas l'effet de Dunning-Kruger, c'est une courbe qui dit, tu sais, au début tu commences par un investissement, après tu le découvres et tu testes plein de trucs, tu crois que tu es le meilleur et puis tu finis par reprendre le premier investissement. C'est souvent ça. Ouais. Et ça a été ma stratégie. J'ai commencé par un ETF Monde sur PEA. Ah, t'as bien commencé l'entrée, t'as pas fait les erreurs au début de... Non, mais écoute, j'ai commencé par un ETF Monde sur PEA. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à le truc. Et je dis, mais non, c'est chiant, ça c'est nul et tout. Donc là, j'ai commencé à acheter des biotech, j'ai acheté des small cap. Enfin, j'ai fait du stock picking sur toutes les valeurs qui existent. J'ai acheté des ETF thématiques, des trucs sectoriels. Enfin bref, j'ai testé tout. Alors, j'ai toujours eu quand même une base un peu indicielle pour assurer les trucs. Mais je suis parti juste avec un ETF Monde qui était, selon moi, une très bonne stratégie. Et puis, j'ai testé 10 000 trucs pour me brûler les ailes, comme beaucoup de monde. J'ai perdu des sous avec des ETF thématiques, j'ai perdu des sous avec des boîtes en stock picking, où j'ai investi clairement au doigt mouillé sur le conseil d'un pote, machin. Et puis maintenant, je suis revenu à me refaire et maintenant aujourd'hui j'ai 70-80% en ETF indiciel. Alors c'est plus un ETF Monde, mais j'ai fait mon ETF Monde à moi avec du S&P 500, du Stock 600 et de l'émergent. En gros, c'est à peu près ça ma stratégie. Mais voilà, je suis assez proche de ma stratégie initiale. Donc voilà, je suis revenu sur la stratégie ETF indicielle parce que plus mes connaissances augmentaient, plus aussi j'ai fait des erreurs et plus je me suis rendu compte que
c'est la stratégie qui me convenait le mieux et je pense que c'est une stratégie qui convient à la grande majorité des investisseurs, surtout ceux qui n'ont pas le temps et les connaissances. Alors, je parle d'ETF indiciel, hein, j'insiste sur pas sectoriel ni thématique. ETF indiciel, je pense que ça reste la stratégie à creuser, en tout cas pour la grande majorité des investisseurs qui n'ont ni le temps ni trop de connaissances de faire de la bourse. Est-ce que tu penses, ça c'est un peu la grande question, que c'est possible de battre, surperformer les ETF sur le long terme en étant un stock picker particulier? Je pense que c'est très compliqué. Je pense que c'est très très compliqué parce que je ne sais pas combien d'études qui l'ont prouvé déjà. Déjà, les fonds d'investissement, donc les pros, hein, donc des gens qui payent des gens à temps plein, les meilleures analyses du monde, ils ont les meilleurs outils du monde, ils ont le terminal Bloomberg, machin et tout, ils ont les infos avant tout le monde. Même eux, ils n'y arrivent pas en fait. Enfin, 90% en tout cas sur le long terme n'arrivent pas à battre leur indice de référence, donc un simple ETF. Du côté des particuliers, c'est à peu près les mêmes stats qui ressortent. 80 à 90% font moins bien que le marché. Donc non, enfin, je pense que c'est très compliqué. Oui, il y en a qui arrivent, Warren Buffett, Peter Lynch, oui, il y en a certains qui arrivent. Mais c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et surtout, il faut faire attention aussi à ceux qui disent qu'ils y arrivent depuis 2-3 ans. C'est possible, sur du court terme, il y en a plein qui arrivent. Est-ce que dans 15-20 ans, la stratégie qu'ils ont mis en place aujourd'hui va continuer? Est-ce qu'ils vont réussir, en cas de baisse de marché, à faire moins pire que l'indice? Enfin, il y a tout ça à vérifier. Donc, je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Par contre, du coup, je vais un peu me contredire, mais je pense que si tu as envie de faire du stock picking, il ne faut pas non plus te priver parce que il y a un problème, c'est quand tu commences à te passionner sur la bourse et quand tu commences à t'intéresser aux entreprises, tu as envie aussi d'avoir des boîtes que tu aimes bien, de les comprendre, et quand tu commences à comprendre... Moi, c'est pour ça que j'ai une poche que j'appelle ma poche bac à sable où je m'amuse, tu vois. Alors, je fais pas n'importe quoi, j'ai quand même une stratégie bien établie sur des boîtes de qualité, j'ai vraiment des critères très solides où voilà, je fais des très bonnes perfs, hein. Mais j'ai entre guillemets l'humilité de dire que je ne prétends pas battre le marché avec ça. Je le fais, si je bats le marché, c'est bien, mais je le fais aussi pour un peu, c'est entre guillemets, satisfaire mon ego. Exactement. Et me dire, voilà, j'investis dans les boîtes que j'aime, je kiffe analyser des boîtes, j'aime bien, voilà, je m'amuse un peu. Alors, c'est de l'investissement, je ne m'amuse pas non plus, enfin, c'est un investissement long terme, hein, je ne spécule pas, je ne fais pas du swing trading et tout, non, j'investis sur le long terme sur ces boîtes-là, avec voilà, des critères fondamentaux sur lesquels voilà, j'ai fait des recherches et tout, mais je pars du principe que ça va être très compliqué quand même de faire mieux que mes ETF. Mais voilà, je le fais parce que ça me plaît, ça me fait kiffer, voilà. Ouais, parce que c'est aussi stimulant et passionnant. Et ça, je trouve que c'est intéressant et c'est quand même aussi un bon moyen un peu d'aller dans la bourse. Au final, les ETF, ça reste que des gros paniers d'actions. Indirectement, on investit dans des entreprises. C'est quand même des vraies entreprises qu'il y a derrière. Et je trouve que des fois, c'est un bon moyen aussi pour des personnes qui aiment l'investissement, qui aiment les entreprises. S'il y a une entreprise qu'elles adorent, qu'elles ont une grosse conviction de cette entreprise. Ou qu'elles consomment, par exemple. Qu'elles consomment, pourquoi pas acheter des actions. Par exemple, moi, je vois ma copine, elle adore Disneyland tout le temps. Elle y a même travaillé. Et la dernière fois, je lui disais, mais pourquoi tu n'achètes pas des actions de Disney si tu aimes tant l'entreprise, etc. Au moins, là, tu fais partie de l'entreprise. Et en plus, ça te permet d'investir. Globalement, bon, Disneyland, je ne vais pas analyser l'entreprise, mais on peut s'attendre à ce que. Oui, c'est une boîte quand même solide, quoi. Voilà, que c'est solide. Mais c'est le même concept avec pour reprendre un peu ton analogie, ceux qui sont fans d'Apple, par exemple, plutôt que d'acheter les derniers iPhones, voilà. Pourquoi pas acheter des actions Apple? Enfin, tu peux t'acheter des iPhones, mais achète aussi toi une action Apple parce que si tu es tellement fan de la boîte et que tu sais que c'est la meilleure du monde, que tu es convaincu de ça et tout, bon, pourquoi pas, quand tu achètes 1000 €, tu mets au moins 100 balles dans une action, tu vois. C'était une conviction tellement forte que voilà, ça peut être cohérent en tout cas de dire voilà, je fais du stock picking dans ce cadre-là, quoi. Ouais, parce que c'est sûr que la stratégie ETF, c'est pas la plus fun de toutes. Elle est chiante, il faut dire la vérité, c'est chiant. Voilà. Mais c'est ça la difficulté. C'est tellement simple et chiant que c'est dur justement de s'y tenir en fait. Et c'est toute la difficulté, je trouve, de la gestion passive, c'est que c'est chiant en fait. Et il faut accepter que les stats vont pour les stratégies chiantes et moi je me force à pas dépasser 70-80% de pas descendre en dessous de 70-80% de mon portefeuille en ETF. C'est dur parce que chaque fois il y a cette boîte là mais j'ai plus de liquidité donc si je vends un petit peu d'ETF, c'est dur mais voilà, je m'y tiens parce que chaque fois j'essaie de penser à des citations comme Warren Buffett qui a dit, je sais pas moi, depuis les années 80, il répète, j'ai une liste de citations de lui depuis les années 80 qui dit que pour les investisseurs particuliers, le mieux reste un ETF indiciel. Et il a dit à sa femme, à ma mort, mets 90% sur un ETF S&P 500. Enfin, bon, quand le meilleur investisseur du monde te dit ça, je dis pas qu'il faut suivre bêtement, il faut quand même évidemment comprendre ce que c'est un ETF, il faut comprendre la bourse et tout, il faut pas investir bêtement, mais
Moi, ça me remet les pieds sur terre en me disant, bon, voilà, je vais peut-être pas non plus essayer de me prendre pour le plus intelligent du monde et je vais pas mettre 100% en stock picking, quoi. Ouais. Et en plus, je trouve que Warren Buffett, Peter Lynch, toutes ces personnes-là, c'est des exemples intéressants dans le sens où il y en a, ils disent, regardez, eux, ils arrivent à battre le marché depuis longtemps. Mais c'est même plus trop les investisseurs à ce stade-là, c'est plutôt des entrepreneurs. Quand tu regardes Warren Buffett, il n'a pas 50 actions, il fait pas juste des petites analyses comme ça. Il a quelques actions où il investit massivement, mais les entreprises, il les connaît par cœur. Il a rencontré les dirigeants, il connaît tout. C'est limite, tu rentres dedans en tant qu'entrepreneur. Tu connais la boîte et tu vas investir dedans. Donc, c'est pas pareil. Là, dans ce cas-là, forcément, tu peux faire des plus gros multiples. Et lui, il est vraiment concentré sur quelques capitalisations. Et après, Peter Lynch, tout ça, c'est aussi des stratégies un peu similaires au final. C'est pas donné à monsieur et madame tout le monde quand même de pouvoir analyser depuis chez soi et faire des meilleures performances. Et en plus, ça dépend, comme tu dis, aussi des périodes. Parce que quand tout va bien, comme là, ces 2-3 dernières années, 2023-2024, que le marché monte en flèche, bah, tu peux, avec le stock picking, avoir trouvé les quelques actions, par exemple, celle de la tech, investir sur Nvidia ou quoi, et super former le marché. Par contre, quand tout va mal, bah, là, tu as une volatilité qui est beaucoup plus élevée et ton portefeuille peut bien descendre. Et une perte est toujours beaucoup plus dure à rattraper qu'une hausse. Quand on fait moins 10%, il ne faut pas faire plus 10% pour remonter au même niveau. Et ça, ça on se rend compte qu'en temps de crise en général aussi. Hein. Ouais, ça, et il y a aussi un côté émotion aussi. Comment tu réagis quand tu viens de commencer à investir en bourse? Comment tu réagis quand tu prends moins 20? Tu vas peut-être vendre au pire moment aussi. Enfin, en fait, un des problèmes de l'investissement en stock picking, c'est que tu dois prendre des décisions tout le temps, en fait. Il faut savoir, il faut décider quand tu achètes, est-ce que j'achète au bon prix, machin, est-ce que je vends, machin. Alors qu'avec la gestion passive, ça t'enlève ce côté décision, en fait. Parce que vu que l'ETF, il sort automatiquement les bonnes bottes et qu'il te remet les bonnes, du moins sur les ETF indiciels larges, tu t'évites cette charge mentale de décision, en fait. Et même si le marché va mal, bah, tu dis, bon, bah, ok, si en tout cas je suis quelqu'un d'optimiste et que je crois en l'économie, à la capacité aux entreprises de générer des bénéfices sur le long terme, théoriquement et historiquement, la bourse a toujours remonté. Donc, si tu crois, tu as une conviction là-dessus sur le fait que les indices remonteront sur le long terme, bon, bah, tu dis une baisse, c'est rien. Au contraire, je peux renforcer. Alors que stock picking, bon, la boîte, si elle baisse, tu peux moyenner à la baisse indéfiniment aussi. Donc, c'est pour ça que ça demande des analyses régulières. Ça demande du coup de prendre des décisions régulièrement sur chaque boîte et tu peux faire des erreurs. Et un autre truc aussi, moi, qui me dérange avec le stock picking, c'est que tu peux avoir ton tableau de checklist nickel avec tous les critères qui respectent tes conditions. À l'instant T, boum, ça respecte toutes les conditions. Parfait. Mais dans 3 mois, au prochain rapport trimestriel, la boîte est partie en live au prochain rapport annuel, au prochain bilan. En fait, ça respecte plus tes conditions. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je vends? Non, trop tard. C'est déjà intégré dans les cours, en fait. Donc, c'est ça que je trouve compliqué avec le stock picking. Ouais. Ça demande vraiment un suivi. Tu as beau avoir sur le long terme tout ce qu'il faut au moment de l'achat, mais en fait, après, il faut que dans le suivi, ça continue et ça, tu ne le maîtrises pas, en fait. Ouais, c'est sûr, parce que c'est vrai que, par exemple, il y a des personnes, ils ont des méthodes, ils vont regarder pas mal de critères. Est-ce que la boîte, elle est pas trop endettée? Est-ce qu'elle a des liquidités? Elle fait beaucoup de bénéfices, beaucoup de chiffre d'affaires? Tout va bien pour la boîte, parfait, j'y vais. Mais comme tu dis, il peut y avoir ce qu'on appelle un peu les black swans, les signes noirs. Il peut y avoir 6 mois plus tard un truc inattendu qui fait que d'un coup, cette boîte sur ce marché, je sais pas, un problème des dirigeants de corruption, hors pair ou quoi, et d'un coup, elle peut s'effondrer alors que tout allait bien. Et ça, c'est incontrôlable. Alors que si tu investis sur un échantillon énorme d'actions, il va y avoir des événements comme ça, mais c'est compensé par les autres, quoi. Du moins, sur un ETF large, tu le sentiras quasiment pas, quoi. Ouais. Tu le sentiras pas. Et surtout, ça t'évite, encore une fois, de prendre la décision de qu'est-ce que je fais, je vends, est-ce que j'achète le couteau qui tombe, machin. Enfin, c'est des décisions super dures quand ça arrive sur une de tes boîtes, pour peu que ce soit la plus concentrée de ton portefeuille, c'est pas simple, quoi. Ouais, parce qu'il y a cet effet auto-nettoyant en plus de l'ETF qui... D'ailleurs, sur battre le marché, j'avais reçu une personne, peut-être que tu connais Rémi de Trichy-de-Varenne. Ouais, il est passé chez moi aussi. Voilà, c'est super intéressant. Et lui, comme tu sais, c'est un grand défenseur des small caps, des petites capitalisations. Et je trouve ça assez intéressant ce qu'il dit sur les small caps, en tout cas, que c'est un des seuls endroits où, effectivement, sur les small caps, tu peux essayer de battre le marché versus les large caps, parce que les large caps, tu as tous les institutionnels dessus, alors que les small caps, ils y vont pas parce que c'est trop petit. Et donc, c'est un des seuls endroits où, en tant que particulier, tu as un avantage concurrentiel, là où tu peux essayer de battre le marché, quand même. C'est vrai, je reconnais que cet argument, il est valable parce que c'est moins efficient, en fait. C'est moins efficient et, comme tu dis, les analystes, ils s'y intéressent pas. Donc, tu peux avoir des anomalies marché qui font que tu peux surperformer. Après, encore une fois, ça demande du temps, de l'énergie. On est un peu sur le même concept que l'immobilier. Hein. Il a raison et lui, il bat le marché depuis 2-3 ans. Après, encore une fois,
faut voir sur le long terme. Ouais. Mais voilà, lui, il a des compétences aussi que la majorité des gens n'ont pas. Il a le temps. Enfin, tu vois, c'est son métier. Hein, c'est son métier. Lui, il gère un fonds, donc c'est son métier en fait de faire ça. Et je suis complètement d'accord. Et c'est pas le seul. Et on a même d'autres collègues créateurs de contenu qui ont cette stratégie-là et qui battent le marché. Et tant mieux pour eux. Mais ça demande des compétences, ça demande du temps. Et puis après, il faudra voir dans 10, 15, 20 ans, est-ce que la stratégie a surperformé les indices larges aussi, c'est à savoir. Mais c'est vrai que je pense qu'un portefeuille idéal, ce serait ETF indice large et stock picking small cap. Je pense que c'est un truc qui serait efficient, dans le sens où déjà, tu n'as pas de doublon, et puis en plus, tu surperformes avec des boîtes qui sont du coup pas dans ton indice large et qui ont plus de chances de surperformer que les... plus de chances, non pas forcément plus de chances, parce qu'il faut savoir les sélectionner. Ouais. mais voilà, en tout cas, ça peut être intéressant de creuser ça, mais encore faut-il avoir les compétences, le temps de les choisir et de choisir les bonnes surtout. Et pour tous ces investissements en bourse, est-ce que toi, tu es plutôt PEA, compte titre, les deux, tu recommanderais lequel pour commencer? Les deux ont des avantages et inconvénients, mais je pars du principe que si tu fais de l'ETF indiciel large, c'est bien de profiter du PEA par rapport à la fiscalité. Large, t'entends MSCI World, Stock 600. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, souvent, je dis quand l'ETF est éligible au PEA, favorisez le PEA, généralement. À part cas un peu différents, si tu investis pour tes enfants, que tu prévois une donation et tout, là, le compte titre peut être plus intéressant. Mais si tu investis pour toi, sur le long terme, je pense que privilégier le PEA, il reste mieux quand même parce que... après, je ne vais peut-être pas répéter les avantages fiscaux du PEA, je pense que d'autres gens aussi la connaissent. Mais voilà, si c'est éligible au PEA, tant qu'à faire PEA. Mais ouais, après, le compte titre, voilà, de manière générale, pour 95% des gens, je dirais PEA. Après, j'aime bien aussi citer certains avantages du compte titre quand même, que tu n'as pas sur le PEA, c'est l'offre est plus importante sur le compte titre. Donc, si même tu veux juste un MSCI World, alors oui, c'est mieux de l'avoir sur le PEA, mais tu peux en avoir aussi avec des frais beaucoup, beaucoup plus faibles sur le compte titre. Ouais. Et si tu le prends capitalisant et que tu es sûr de le garder pendant 20 ans, bon, certes, à la sortie, tu prendras la flat tax, mais en attendant, et surtout si tu le fais en donation après à tes enfants, tu peux faire un beau coup, quoi. Après, tu as aussi plus de choix d'ETF. Par exemple, tu as les MSCI World ACWI, par exemple, où tu as, à la fois le MSCI World et les émergents. Ça, tu l'as pas dispo sur le PEA. Tu as même le ACWI IMI, je pense que tu connais, avec les small caps, c'est le plus rare, il y a 8000 boîtes. Ouais. Donc voilà, c'est en fonction de ta stratégie, tu as plus de choix d'ETF. Après, si tu veux faire de l'ETF thématique, c'est ça. Moi, j'aime pas trop ça, mais voilà, si tu veux faire ça. Smart Beta, tout ça, t'es pas trop, toi? Smart Beta, si, j'aime bien. Okay. Smart Beta, ouais, je trouve que c'est super bien. Et c'est justement, Smart Beta, ça fait partie des choses que tu as sur le compte titre et que tu n'as pas sur le PEA. Ouais. Donc, ouais, tu vois, tu as une plus grosse profondeur d'offre sur le compte titre qui peut, donc ça peut être, moi, en fonction des clients, bien sûr, que j'accompagne, quand on fait un portefeuille en bourse, souvent, je fais le cœur de portefeuille sur le PEA et je fais un peu ce que j'appelle les ETF de conviction ou satellite sur le compte titre parce que c'est dispo, donc les Smart Beta, sectoriel thématique si vraiment le client a une conviction très forte, mais moi j'ai souvent des warnings parce que je suis pas ultra fan, je trouve que c'est plus risqué, mais voilà, donc j'aime bien les deux peuvent se compléter, mais je dirais pour ETF indiciel large normal, PEA reste quand même difficilement concurrençable, quoi. Ok, super. Et si on passe un peu à une classe d'actifs un peu plus volatile et un peu plus récente, maintenant qu'on a parlé des deux gros piliers que sont la bourse et l'immobilier, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des crypto-monnaies? Est-ce que tu en préconises? Qu'est-ce que tu penses un peu de... J'en ai depuis 2017, oui. Ah oui, mais c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, je me suis pris une belle gamelle. Je me suis pris pour Warren Buffett parce que j'ai fait x2 en un mois. Oh. Et puis j'ai perdu 80% l'année qui suit. Mais par contre, c'est cool parce que ça t'apprend beaucoup de choses à contrôler tes émotions et ça m'a permis aussi de creuser le sujet de la crypto parce que hyper intéressant. Donc j'ai bien creusé et oui, j'ai toujours des cryptos et j'ai un peu le même effet. Tu sais, il faudrait que je retrouve le nom de cette courbe où tu commences par un truc, tu crois que t'es le meilleur et tu vas dans tout. Enfin, tu essayes 10 000 stratégies, tu reviens à ta stratégie initiale. J'ai à peu près la même histoire avec la crypto. J'ai commencé par prendre Bitcoin, Ethereum. Je suis parti sur 10 000 cryptos, des shitcoins, des altcoins, des machins. J'ai fait des ICO et des trucs. Et j'ai fait certains multiples. J'ai aussi perdu beaucoup d'argent. Voilà. Donc, je préfère le dire parce qu'il y en a beaucoup qui disent les altcoins, ouais, moi je fais x20, mais ils oublient de dire aussi quand ils perdent tout. Ouais. Moi, j'ai eu les deux. J'ai fait des x20, mais j'ai aussi tout perdu. Donc, sur les altcoins. Et aujourd'hui, je suis un peu comme les ETF. Je suis revenu aux ETF. Là, je reviens au Bitcoin, en fait, parce que il y a vraiment que sur cette crypto où j'ai une conviction très forte. Ouais. Que je comprends vraiment, une conviction très forte long terme. Donc, c'est aujourd'hui, ma stratégie, elle est essentiellement sur le Bitcoin. La seule question que je me pose et que j'arrive pas encore à trancher, c'est est-ce que je crois encore au cycle
ou est-ce que je m'en fous des cycles et je fais mon DCA? C'est un peu aujourd'hui la question que je me pose. Je m'étais dit, je vais essayer d'être intercycle cette fois-ci, c'est-à-dire quand ça commence à être un peu trop euphorique, je sors mes bitcoins, j'attends qu'il y ait l'hiver crypto et j'en rachète. Mais je me rends compte que c'est très très compliqué. Donc là, voilà, l'heure où on enregistre, ça a un peu corrigé. Bon, j'ai rien fait, j'ai pas touché, mais plus ça va et plus je me dis que la théorie des cycles, j'y crois un peu de moins en moins quand même. Ouais, Je sais pas ce que tu en penses, Thomas, de la théorie des cycles, parce que c'est une question que je pose souvent à mes invités, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que sur ça, en tout cas à la base du Bitcoin, je pense qu'il y avait vraiment cet enjeu de cycle, puisque c'était encore vraiment une classe d'actifs à part. Les crypto-monnaies, c'était vraiment à part un peu du marché. Et il y a le halving tous les 4 ans, avec le Bitcoin, qui vient réduire l'offre et augmenter du coup la rareté. Et donc, ça faisait des moments plutôt de hausse. Et après, en général, toujours derrière, tu avais des moments de baisse et puis les cycles, etc. Donc là, je pense qu'il y avait un vrai truc à se placer sur les cycles, et essayer de se placer en vendant sur le cycle haussier, bien sûr, et en achetant dans le cycle baissier. Maintenant, je trouve que là, sur ces dernières années, le Bitcoin, il est quand même de plus en plus corrélé en fait à la bourse, tout ce qui se passe, etc. Maintenant, il y a tellement tout le monde qui s'en est mêlé, les gouvernements, les institutionnels, c'est tellement aussi sensible aux news, une annonce d'Elon Musk, tout ça. Je trouve que les fondamentaux du Bitcoin, le halving, etc., c'est plus ce qui fait uniquement les cycles. Les cycles, ils sont faits par plein d'autres facteurs qu'on n'a pas du tout de contrôle, macro, pas du tout la géopolitique. Ouais, la macro géopolitique. Et donc, effectivement, je pense que c'est un peu fini cette ère des cycles tout tracés avec, on sait que ça va monter sur quelques années, boum, ça va redescendre sur quelques années, et que maintenant, ça peut être plutôt des micro-cycles plus volatiles. Après, la seule question, c'est un peu comme sur les ETF, est-ce que ça va être une tendance croissante long terme ou pas? Moi, personnellement, j'ai la conviction, je pense comme toi, que oui, parce que c'est un actif qui est sur rare, Bitcoin, principalement. Moi, sur Bitcoin, il y a vraiment que sur Bitcoin où j'ai une conviction forte, tant que, on va dire, le white paper, il n'est pas changé, quoi. Si demain, il y a plus 21 millions, mais il y en a 50 millions, là, j'y croirais beaucoup moins d'un coup, tu vois. S'il y a un hack du système, s'il y a vraiment un truc qui fait que les fondamentaux pour lesquels j'ai des convictions ne sont plus là. Mais encore une fois, je pense qu'on ne sera pas les premiers à s'en rendre compte. Je pense que là, il y aurait une chute vraiment beaucoup plus importante que les crashs crypto qu'on a connus. Mais ouais, moi, en tout cas, j'ai une conviction forte. Et voilà, il y a cette théorie des cycles. À chaque fois que j'interviewe un expert crypto, je lui pose cette question et j'ai vraiment des avis divergents en fonction des gens. Et je sais pas, moi, j'ai l'impression que maintenant, vu qu'on en est au 4e théoriquement, enfin, il y en a eu 3 de cycles en tout cas avérés. Là, on est théoriquement dans la montée du 4e. J'ai l'impression que maintenant tout le monde est au courant en fait, tu vois, et que la majeure partie des particuliers institutionnels savent. Ils l'anticipent. Et c'est anticipé en fait. C'est toujours pricé en amont, comme la bourse. Enfin, tu sais, une news qui est dit là, même si c'est dans un an, c'est déjà pricé. Donc je suis de moins en moins convaincu, moi, que les cycles vont se répéter. Sinon, ce serait trop facile, en fait. Tu vois, tous les 4 ans, on achète tous en bas et on remonte. Enfin, oui, ça serait, au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi. C'est ça. Et ça me paraît trop simple. Donc, je suis de moins en moins convaincu. Après, peut-être que je me trompe. Attention, je suis curieux d'en parler avec toi dans 3 ans. Dans 3 ans, on sera dans le pire hiver crypto et machin. Et il y aura encore un autre cycle. J'en sais rien. Mais je suis de moins en moins convaincu, quand même. Je pense que s'il y a bien un domaine où il faut être humble et qu'on n'a pas trop de prédictivité, c'est quand même les crypto-monnaies. La bourse, on a un historique de plus de 100 ans, voire même bien plus. Et on sait sur quoi c'est basé les entreprises, etc. Les cryptos, c'est quand même très, très volatile. Et comme tu as dit, moi, je différencie bien le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Parce que les autres crypto-monnaies, la vérité, je pense, c'est que dans 5 ans, 99% des altcoins, ils n'existeront plus. Et c'est comme un peu des startups. Il y en a peut-être quelques-unes dans le lot qui vont exploser, émerger. Mais trouver lesquelles... là, c'est compliqué. C'est faire du stock picking dans la crypto, quoi. Donc et en 10 000 fois plus risqué, du coup, parce que c'est quand même compliqué de trouver la pépite, du moins sur le long terme, quoi. Alors après, il y en a qui peuvent trader et tout, c'est encore un autre délire, mais c'est... Moi, en tout cas, plus le temps passe et plus je me refocalise sur Bitcoin. De toute façon, c'est vraiment la courbe, comme tu as dit, tout tester et ensuite... C'est ça, je teste tout, je fais de la merde et puis je reviens à mon truc du début. Et c'est là où je me rends compte que des fois, ce que je conseille aux gens, en fait, c'est ce que j'avais commencé par moi, un truc de débutant. Et vu que j'ai tout testé, qu'il n'y a rien qui a marché, je reviens à ce qui a marché. Et finalement, je conseille ce qui marche, en tout cas pour moi, et du moins sur les choses sur lesquelles j'ai des convictions, en tout cas. Donc du coup, là, on a vu bourse, immobilier, crypto-monnaie. Est-ce qu'en dehors de tout ça, tu as d'autres types d'investissements, des SCPI, des choses comme ça ou... Ouais, je sais que ça fait pas rêver tout le monde, mais j'aime bien les SCPI, moi. J'en conseille aussi. Je trouve que c'est un bon moyen de faire de l'IMO passivement, parce que, comme je t'ai dit, l'IMO, j'aime bien, mais moi, me faire emmerder le dimanche matin parce qu'il y a un chiotte qui fuit, voilà, c'est bien, mais
je me dis qu'avec les SCPI, tu n'as pas ça, et ça reste de l'IMO en sous-jacent. Alors, c'est pas exactement le même sous-jacent parce que c'est de l'IMO d'entreprise pour la grande majorité des SCPI. Mais je trouve que c'est bien si tu veux un revenu passif, avec un bon couple rendement-risque-passivité. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Il faut que ce soit bien sûr sur le long terme, il faut diversifier, prendre plein de SCPI, bien choisir ses SCPI aussi. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie, que je conseille et évidemment que j'investis à titre perso. Après, le problème, c'est que les SCPI, tu as plein de façons de le faire. On pourrait faire un épisode complet entre l'assurance vie, entre la nue-propriété, la pleine propriété, les SCPI étrangères. Il y a beaucoup de stratégies. Donc, il faut, je pense, quand même bien se former ou bien se faire conseiller. Mais c'est en tout cas, moi, un actif sur lequel j'investis régulièrement et que je conseille. Voilà. Et tu as fait l'effet levier, tu as emprunté pour investir en SCPI Non, parce que je voulais garder mon effet de levier pour de l'IMO physique. Pour l'IMO physique. Et là, Et ça pour moi, ça dépend. C'est une très bonne question que tu poses parce que vu qu'on peut faire de l'effet de levier avec les CPI, j'ai envie de dire ça va vraiment dépendre de quelle énergie tu es prêt à mettre dans l'IMO. C'est ce que je pose comme question à mes clients qui veulent faire de l'IMO. Je leur dis, est-ce que tu as le temps et l'énergie de faire de l'IMO physique et du coup aller chercher des rendements plus hauts, mais en contrepartie d'aller faire un peu des travaux, et vraiment optimiser ça. Si oui, je dis, fais surtout pas de levier avec les CPI, fais ton levier, garde ta capacité d'endettement pour l'IMO physique. Si par contre, tu as ta RP, tu veux pas faire d'IMO locatif et que ça t'intéresse pas du tout, profite et que tu as de la capacité d'endettement, oui, la SCPI peut être intéressant. Carrément. Enfin, le levier sur la SCPI peut être intéressant. Complètement. Est-ce que sur ça, d'ailleurs, sur le levier sur la SCPI, c'est un point intéressant. Des fois, pour emprunter pour la SCPI, est-ce qu'il n'y a pas des conditions du type si la banque te propose ça, c'est que tu vas acheter les SCPI partenaires avec la banque, mais pas pour une autre. Est-ce que tu as des retours un peu sur ça ? C'est une très bonne question. Si tu passes voir ta banque traditionnelle, tu vas être très limité. Alors déjà, il y a un souci quand tu fais du levier avec les CPI. Déjà, les taux sont plus élevés. Pas se mentir, tu prends 1 point quasiment en général de plus. Il faut un dossier un peu plus solide pour emprunter pour les SCPI. Et tu peux être emmerdé justement pour ce que tu dis. On peut te limiter ton choix de SCPI aux SCPI qui sont généralement pas top. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller voir des courtiers en ligne. Je pense qu'on a le droit de citer un peu des noms sur le podcast. Bien sûr, tu peux aller sur... moi, j'aime bien Louvre Invest, Ramify, par exemple, qui en plus propose du cashback sur les frais d'entrée. Et eux, ils sont spécialisés là-dedans. Et eux, ils ont des partenaires bancaires spécifiques dans les SCPI. Ils en ont 4 ou 5. Et dedans, tu as une liste de SCPI qui sont éligibles au crédit. Et dedans, tu as vraiment un bon choix. Tu n'as pas des SCPI pourris. Enfin, tu as des SCPI pourris, mais tu as aussi des bonnes SCPI. Là, pour le coup, je ne citerai pas de nom. Je n'ai pas envie d'avoir de problème. Mais tu as des SCPI que moi, j'ai tendance à recommander aux comptants qui sont dispo à crédit, par exemple. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, je soulève un autre point. Tu ne m'as pas posé la question, mais c'est quelque chose qui revient souvent quand on fait les études. C'est que, en fonction de la période, en fonction des taux actuels, des fois, on se rend compte que l'effort d'épargne que tu dois mettre pour combler le crédit, parce que tu sais que là, tu ne pourras pas faire de cash flow positif, là, tu seras un cash flow négatif. Donc, c'est-à-dire que tu as un effort d'épargne mensuel à faire. Et souvent, en fonction des taux, alors là, les taux rebaissent, donc ça redevient plus intéressant, mais pendant une période, on était à 4-5% sur les taux en SCPI. On se rendait compte que, quand je faisais les simulations, on se rendait compte que l'effort d'épargne mensuel que tu faisais pour combler ton crédit, le delta entre le crédit et le loyer, on se rendait compte que si toi, tu mettais cet effort mensuel en DCA, par exemple, sur une assurance vie ou en pleine propriété directe, c'était plus efficace que faire du levier, tu vois. Donc, il ne faut pas y aller non plus à l'aveugle. Il faut quand même analyser parce que, en fonction de ce que tu payes en intérêt et tout, ça peut vraiment être intéressant de creuser les autres solutions et voir si tu le fais en assurance vie, donc tu as tes loyers qui tombent sur le fonds euro, pas de frottement fiscal, tu peux les réinvestir sur ta SCPI. Il faut prendre une bonne assurance vie qui reverse 100% des loyers et idéalement avec des CPI sans frais d'entrée, tu peux faire vraiment une belle boule de neige qui vaut vraiment ça peut vraiment se comparer avec un effet de levier. Et en plus, tu gardes la main sur ton effort d'épargne. Parce que si, je sais pas moi, t'en as marre de mettre 400 balles pour combler ton crédit de SCPI, si tu l'as sur ton assurance vie ou même tu fais ton DCA ailleurs, tu peux dire ok, j'arrête mon DCA et je le mets ailleurs. Donc ça s'étudie. C'est vrai que les SCPI, il y a pas mal de points à regarder quand même. Avant de rentrer dedans, il faut bien faire les choses parce que tu as mentionné l'enjeu de la fiscalité et des fois on n'anticipe pas ça, mais les revenus en SCPI peuvent être vite fortement imposés, c'est considéré comme les revenus fonciers, alors qu'en assurance vie, tu as cet effet capitalisation, donc c'est un choix à poser pour le compte quand même. C'est en très gros, si je fais simple, la question se pose dès que tu es en TMI supérieur à 30%. Dès que tu es en TMI supérieur à 30% et que tu fais de la SCPI en direct,
tu peux te faire allumer, quoi. Enfin, Ouais. ça peut vraiment te faire très mal. Surtout si t'es en SCPI française. Clairement, il vaut mieux faire assurance vie ou en nue propriété. Bah, les 3 solutions pour optimiser sont simples, hein. Enfin, sont simples. Ça dépend des stratégies, mais les 3 solutions à creuser, en tout cas, c'est nue propriété, Mhm. SCPI étrangère. Donc là, quand tu fais en direct pleine propriété, SCPI étrangère, ou en assurance vie. Voilà, c'est un peu les 3 solutions pour éviter de te faire allumer fiscalement quand tu fais de la SCPI, quand tu es en TMI supérieur à 30%. Super intéressant. Est-ce que pour finir, on pourrait aborder un point? Je me dis maintenant qu'on a vu tout ton... On peut tout aborder. On peut durer 1 heure de plus si tu veux. Je suis chaud. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a vu tout le passage perso, toi-même, tu es entrepreneur aussi. Est-ce que tu as une stratégie aussi en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu investis avec tes sociétés? Comment tu as structuré un peu tout ça Alors, c'est une très grosse... Tu touches une très grosse frustration, Thomas, de ma part. Du moment. Ouais, du moment. Parce que oui, j'ai de la trésor à investir. Ok. Et là, pour le coup, je suis vraiment pas un exemple parce que j'ai tout en compte à terme. Ok. C'est pas que je veux, c'est pas que je veux pas investir. Je sais exactement dans quoi je veux investir. Hein, Mais le problème, c'est que je suis encore en train de me poser la question, est-ce que je crée une holding ou pas? C'est vraiment ça la grande question. J'ai ma société qui tourne bien, mais dedans, j'ai de l'activité de CIF et je commence à me poser la question de séparer l'activité de CIF des autres activités. Et pour l'instant, j'ai pas pris la décision parce que je suis en train de voir de quelle manière je vais structurer le CIF, quel point je veux m'impliquer encore dedans ou pas. Enfin, il y a beaucoup de questions, de stratégies que je me pose sur lesquelles je n'arrive pas encore à trancher, qui fait que tant que je ne sais pas ce que je vais faire, je ne veux pas investir parce que ça m'emmerderait d'investir parce que une des questions que je me pose, c'est de m'associer avec quelqu'un pour le CIF. Ouais. Et si je m'associe avec quelqu'un, j'ai pas envie d'aller placer de la trésor dans une boîte si je m'associe avec quelqu'un. Il vaut mieux le faire avec ta holding. Exactement. Donc, tant que j'ai pas tranché cette question, j'ai de l'argent qui dort et ça me frustre parce que tu le sais comme moi, l'inflation, machin. Enfin, je sais que mon compte à terme, c'est nul, hein, je perds de l'argent avec. Mais non, donc non, malheureusement, je n'ai pas encore investi. Par contre, si tu veux, je te dirai dans quoi je compte investir dès que je me serai décidé. Avec plaisir. Ce sera compte titre personne morale. Ok. Compte titre personne morale avec ETF et peut-être un peu de stock picking, mais parce qu'il y a un gros problème avec les ETF, je pense que tu le sais, quand tu es en compte titre personne morale, tu es imposé sur la plus-value latente quand tu es sur des ETF qui ne sont pas à 90% dans l'UE. Et ça m'embête un peu, pour pas dire un autre gros mot. C'est qu'en gros, à part si tu investis dans l'Eurostoxx 50 en ETF, tous les autres ETF, MSCI World, S&P 500, même l'Eurostoxx 600, tu es imposé sur les plus-values latentes. Et c'est un peu embêtant. Donc, soit tant pis, je suis imposé plus-value latente et je fais de l'ETF large, soit à part l'Eurostoxx 50. Et étonnamment, du coup, le stock picking, pour le coup, là, tu n'es pas imposé en plus-value latente. Il t'encourage à prendre plus de risques. Donc, parce qu'il le voit comme de la détention de participation directe. C'est ça. Ouais. Donc, voilà, en gros, compte titre personne morale, je compte faire ça. Donc, à voir, hein, tant pis, sinon, je pense que je ferai quand même de l'indice large et tant pis s'il y a de la plus-value latente. Et après, je compte faire de la SCPI aussi. Et là, je compte mettre en place un combo magique dont j'ai pas encore parlé dans mes contenus parce que j'attends de le mettre en place pour en parler, mais c'est un combo dont personne ne parle, mais que je trouve super intéressant. C'est de faire un démembrement entre moi en nom propre et ma société en usufruit. Okay. En gros, je prendrai la NuPro en nom propre. Okay. Donc du coup, pas de fiscalité, achat décoté, bref, tous les avantages de la NuPro. Et j'achète l'usufruit avec ma boîte. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais quand tu fais travailler ta trésor en achetant de l'usufruit, tu as un double avantage fiscal qui est vraiment exceptionnel, qui est que déjà, tu touches du revenu passif, tu achètes des côtés, et en plus, le prix de ta part passe en amortissement. Ouais. Donc du coup, tu fais baisser ton IS. C'est tellement intéressant que toutes les boîtes qui veulent faire travailler leur trésor en usufruit, il y a plus de demandes que d'offres. Donc quand tu passes par Louvre, Amify et que tu mets les alertes, quand tu as une alerte, une SCPI qui propose de l'usufruit, tu cliques, le truc, il n'existe plus en fait. C'est super fou. Toutes les boîtes veulent le faire. Tout le monde le fait en fait. Et en plus, les SCPI elles-mêmes font les usufruits et machin. Donc c'est très très compliqué. Alors que si je me démembre à moi-même, je sais pas si ça se dit. Je démembre ma propre SCPI. Ouais, tu m'as compris. Que la contrepartie de l'unipropriété, c'est moi. Ouais. Mais j'ai pas ce problème. Et donc voilà, c'est ce que je compte mettre en place le jour où je placerai ma trésor. Le seul inconvénient à cette stratégie, c'est qu'il faut du cash en nom propre. Parce que tu sais que... c'est là que tu investis. La NuPro, c'est là où il y a la plus grosse part. Quoi. Tu vois, si tu as 100 000, et si tu as une décote de 30%, en gros, si tu mets 100 000, il faut 70 000 en NuPro et 30 000 en usufruit.
le problème, c'est que souvent l'inverse. On a plus de sous généralement en trésor de boîte qu'en nom propre. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Mais après, c'est super optimisé parce qu'en nom propre, du coup, tu n'as pas les revenus, donc tu ne fais pas augmenter ton revenu imposable. Et en plus, en société, tu as des revenus passifs et tu fais baisser ton IS. Ouais. Donc, c'est vraiment le combo que j'ai envie de mettre en place le jour où je me serai décidé. Super intéressant. Peut-être que tu as donné l'idée à plein d'entrepreneurs qui vont te passer devant sur. Ouais, c'est ça. Écoute, un grand merci à toi. Est-ce que pour terminer, s'il y a des personnes qui veulent te suivre, il y a des endroits où tu veux diriger en particulier? Je mettrai tous les liens en description. Oui, mon podcast, ma chaîne YouTube qui s'appelle Investir Simple, en priorité. C'est là où je donne du contenu gratuit, un épisode par semaine, soit avec des invités, soit en solo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter où j'envoie un mail tous les lundis matin. Je donne des news d'actu financière, des news de mes projets. Puis après, voilà, j'ai des formations aussi en ligne, mais comme beaucoup de monde, de nos créateurs aussi. Mais voilà, je vous invite plutôt à regarder en priorité le podcast. Voir déjà si la philosophie de ce que je raconte vous intéresse et puis si vous voulez aller plus loin, voilà. Et la newsletter et Instagram aussi, vous pouvez me contacter sur Instagram, je suis dispo aussi sur Insta. Écoute, merci beaucoup, je mettrai tous les liens en description, comme ça pour ceux qui veulent te retrouver ce sera plus simple. Et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye.